terme de robot tel qu'il a été conçu par Karel Capek, qui était forgé sur le mot tchèque, je crois, qui signifiait travail, travailleur. Donc le robot, c'est un travail pénible, me précise Xavier. Tu as un micro. Le robot donc serait défini par sa fonction de travail. On parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Dans ce cas-là, une intelligence artificielle est définie par ses capacités cognitives, éventuellement par son statut épistémologique ou son rapport à la connaissance. On peut parler d'Android. Dans ce cas-là, c'est la forme qui compte. Un Android, c'est essentiellement un robot, quelque chose qui ressemble, qui n'a pas forcément une fonction de travail et de travail pénible, mais qui a une forme humaine. Donc, Xavier, est-ce que tu veux nous dire un mot de quoi tu as envie de nous parler? Est-ce que tu as envie de parler des droits des androïdes, des robots, des intelligences artificielles, ou est-ce que tout ça c'est la même chose? Moi, ce qui me semble problématique et intéressant, c'est un agent artificiel conçu par l'homme destiné à, même si c'est améliorer son existence. Donc, c'est rapide, qui a pensé l'utilitarisme le définit. Pour la notion de droit, il me semble que la réponse est simple, oui, le robot, droit 2, droit A. Donc peut-être pas un sujet de droit, mais droit 2, on entend une possibilité, par exemple, garantie par aucune instance juridique. Par exemple, je joue à la loterie, j'ai le droit de gagner. Si je ne gagne pas, je ne peux pas me retourner contre la loterie. Droit A, par contre, désigne un droit authentique, un droit véritable qui est garanti par une instance juridique. Si par exemple je travaille, j'ai droit à un salaire. Bon. Donc, par rapport aux robots, je pense qu'ils sont déjà des sujets de droit 2, c'est-à-dire des sujets de simple possibilité qui ne sont pas spécialement couverts par une instance juridique. Maintenant, l'autre problème, c'est que tout en étant des sujets de droit 2, est-ce qu'ils ont à avoir des droits? Alors, j'espère que c'est pas filmé, parce que peut-être que dans 50 ans, je passerai pour un abominable ségrégationniste, comme l'ont été les sudistes en Alabama en 1860, mais il me semble que les robots ne sont pas des sujets de droit A, et qu'ils ne le seront pas tant qu'ils n'auront pas fait la démonstration qu'ils sont capables de finalités internes, c'est-à-dire de buts qui les concernent eux-mêmes. Pour l'instant, je parle un petit peu, mais j'aurais tout dit, comme ça après je vous laisserai tranquille. Un robot, c'est essentiellement tourné vers une finalité externe. Une montre, aussi élaborée soit-elle, sert à l'être humain. Un robot ne peut pas se réparer lui-même, même si on peut enchaîner des robots se réparant. Il y a un moment, comme origine, comme source, l'être humain. Et donc, ce qui me paraît définir la notion de robot au sens général, c'est l'absence de but. Dès lors, si le robot n'a pas de but propre, s'il n'a pas de but interne, je ne vois pas pourquoi il serait un sujet de droit A, c'est-à-dire protégé ou réclamant une instance juridique. Andreas, qu'en penses-tu? Est-ce qu'on peut imaginer des robots qui auraient un but interne ou d'autres objets qui auraient un droit A? Moi, je trouve la question plus intéressante que toutes les réponses qu'on peut donner, parce que pourquoi nous posons cette question pour des robots et pas pour nos automobiles, les droits de nos téléphones, les droits de notre toilette. Et c'est à cause de ça que j'ai réfléchi. Cette question montre que nous pensons le robot une sorte de pré-humaine. Nous sommes la question montre que nous sommes en train de construire une sorte de machine un peu plus élaborée. Avec ça, ça commence la question nos autres machines. Toutes les machines sont construites tout ça, pour nous servir. Ça cesse à être une machine et ça commence à être humaine. Et pour être détruit, on imagine ça. Mais si ça nous va, à mon avis, une machine qui a des droits, c'est pas encore une machine. Quand tu nous dis que le robot est une créature presque humaine,
Est-ce que tu l'entends au sens où elle est presque humaine à nos yeux, où nous pouvons-nous la reconnaître comme presque humaine, ou est-ce que c'est à ses propres yeux qu'elle pourrait s'imaginer comme humaine? Bon, je veux dire, il y a des gens qui ont des émotions pour leur automobile, ou qui sont comme les automobiles sont vivantes. Ils caressent la carrosserie, ils se font des soucis autour. On projette beaucoup de choses sur des machines. Et si un Android arrive qui paraît comme un humain, la tentation de projeter, c'est plus grave que par exemple une machine dans la cuisine. Mais l'ordinateur, ça reste une machine. Si on a, moi j'ai programmé seulement une sorte d'horlogerie en plus complexe. En faisant comme ça, je pense qu'on est d'accord. La question me semblerait pertinente si on se dégageait effectivement de tout l'affect qu'on projette sur les robots et si l'on assistait de l'extérieur à certains types de comportements intra-robots, entre eux, s'il existait une communauté de robots, si par exemple il y avait un souci de l'autre, une volonté pour les robots d'une génération de soucier du bien-être d'une génération future. Autrement dit, de voir des signes patents, non projetés, mais observés de l'extérieur, d'un comportement qui appellerait à une activité, qui dénoterait, une activité symbolique. Bon, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas, mais est-ce qu'on peut... Alors, effectivement, c'est la question importante, c'est est-ce que ce sera un jour le cas, mais la question, elle a du sens, mais en même temps, elle est vaine pour l'instant. C'est vrai que le premier à avoir pensé les robots, c'est Descartes, à une époque où même un presse purée, ça n'existait pas, mais il s'est trompé dans ses observations. Elles sont brillantes, mais elles sont erronées. Elles sont brillantes expérimentalement, mais elles sont erronées. Mais on ne peut pas imaginer de se poser cette question aujourd'hui pour une intelligence artificielle qui serait différente de la nôtre et qui donc présenterait des comportements qui mériteraient de poser la question. Dans ce cas, il faut sauter le pas. Si on avait une intelligence robotique qui justifiait la question, il faudrait dire, est-ce qu'il peut exister une justice pour les robots? Pas un droit. C'est-à-dire qu'avant de légiférer un système qui va réglementer un comportement pour le bien d'une communauté, il faudrait se demander si les robots sont capables de justice, de bien ou de mal, si on pourrait assister à une souris d'ordinateur qui serait prêtresse d'un culte des souris d'ordinateur, c'est-à-dire si les robots seraient capables de facultés symboliques. Or, on en est loin. Or, ce que l'on projette et ce que l'on programme. Donc la question me semble pertinente, mais posée trop tôt. Oui, il me semble que nous sommes tous d'accord pour dire que la question ne se pose pas aujourd'hui, ne se posera pas de sitôt. Pour autant, il me semble que tu nous parles de choses très abstraites. Tu nous parles de justice. La justice est effectivement un concept abstrait et sur lequel il ne saurait y avoir véritablement d'authentique consensus. Tu nous parlais tout à l'heure d'altruisme, qui est quelque chose qui n'est pas très facile à mesurer. Robert Heinlein, par exemple, dans The Moon is the Archmistress, fait intervenir, reconnaît une personnalité à un robot ou à un ordinateur plutôt à partir du moment où il développe de l'humour, mais là encore c'est quelque chose de très abstrait, très difficile à définir. Il semble que les droits sont quelque chose de beaucoup plus concret et objectif. Les droits, c'est quelque chose avant tout qui se déclare. Nous avons des droits de l'homme parce que quelqu'un un jour a déclaré, commis une déclaration des droits de l'homme. C'est un homme qui a déclaré les droits de l'homme. Il faudrait pour qu'il y ait des droits de robots, d'ailleurs c'était les droits de l'homme et du citoyen.
C'est parce que je pensais aussi aux droits de l'homme américains, où nous considérons comme allant de soi que c'est à partir du moment où une assemblée humaine déclare des droits considère des robots, comme allant de soi autrement on est dans une contrainte totalement extérieure. Nous, humains, pas nécessairement des droits, à ce moment-là, que les femmes sont des hommes comme les autres, que les noirs sont des hommes comme les autres aux États-Unis. Mais il me semble que là, on est dans quelque chose de concret. Donc il faut ce type de déclaration concrète, me semble-t-il, les robots fassent preuve justement de cette abstraction, cette capacité symbolique et de cette gratuité, avant qu'on se pose la question des droits des robots posés par les robots. Donc si des assemblées ou une assemblée de robots revendiquaient le droit, qui est capable de qu'est-ce qu'il serait nécessaire ou quelles seraient les caractéristiques de cette revendication pour être prise au sérieux? Alors, des robots qui sont capables de souffrir. Je trouve ça comme critère, commencer à réfléchir de quels droits ils ont besoin. Je suis encore totalement d'accord. C'est-à-dire que faudrait que les robots souffrent. Donc on supposerait que s'ils souffrent, c'est qu'ils ressentent un manque, ce qui est une aberration par rapport à la définition traditionnelle d'un robot, qui est d'être complètement adéquat à sa fonction. Dès lors qu'un robot souffrirait d'un manque, il aurait déjà d'une certaine manière perdu ou dépassé son statut de robot, ce qui supposerait alors qu'il soit capable d'abstraction et donc effectivement de se poser, de revendiquer pour lui-même ses propres droits. Et dans ce cas-là, ces droits seraient-ils pour vous des droits sinon identiques, du moins proches des droits qu'on revendique aux hommes, ou est-ce qu'il faudrait considérer des droits entièrement différents, entièrement nouveaux, qui seraient des droits du robot et du citoyen, ou d'ailleurs du non-citoyen? Je ne pense pas. Si on est dehors cette limite, si on a créé une machine qui peut souffrir, on a en pratique créé une sorte d'homme mécanique, un homme artificiel, alors plus ou moins ce seront les mêmes droits pour les robots comme avancés que pour l'homme, je pense. Peut-être le droit de ne pas être détruit, de s'exprimer, tout ça. Effectivement, on peut imaginer, pour le plaisir de la discussion, que nous avons notre communauté de robots et ils se donnent à eux-mêmes leurs propres droits. Dans ce cas, du pur plaisir, dans un premier temps, on peut imaginer qu'il y aurait un droit purement prescriptif qui serait sans évaluation de l'action. Par exemple, dans tel cas de figure, il faut faire ça, point. Et puis petit à petit, si l'intelligence et la capacité d'abstraction des robots se développeraient, ce droit purement descriptif deviendrait un droit normatif. On pourrait imaginer alors qu'un robot dise si se passe ça, alors il faut faire ça, et ce sera bien, ou et ce sera mal, ou ce sera conforme à une programmation d'un honnête robot, une programmation honnête, etc. Et donc on peut imaginer effectivement qu'à partir d'un droit archaïque, qui relèverait au départ d'une pure programmation logique, on se détache progressivement vers un droit moral. Ce serait passionnant, ce serait pour une pure hypothèse, c'est passionnant. Andreas? Non, je ne peux pas dire contre ça. Pour pousser le jeu, est-ce qu'on peut imaginer des droits qui seraient spécifiques aux robots? Par exemple, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens explicite donne la liste explicite et exhaustive des droits de l'homme, au premier rang desquels la liberté. Et d'ailleurs, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi en anglais une liberty to et une liberty from. La nuance est assez similaire à ce que tu développais. Le droit de faire quelque chose et le droit de ne pas être, ou la liberté de ne pas être contraint par telle ou telle structure. Mais on parlait de droit archaïque.
la question des droits telle qu'elle se posait au XVIIIe siècle, évidemment, ne prenait pas du tout en compte les besoins d'une société moderne, en tout cas la société actuelle. On commence à parler de robots parce qu'on a parlé d'ordinateurs, parce qu'on parle de numérique. Typiquement, le droit d'accès à l'information, qui ne figure pas dans les droits de l'homme, serait probablement, on peut imaginer que ce serait quelque chose d'important pour une intelligence artificielle ou pour un robot. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait chercher à remettre à jour les droits fondamentaux tels qu'on les voyait au siècle des Lumières, ou est-ce qu'on pourrait se contenter de bâtir un nouveau droit positif sur le droit des Lumières? Alors moi, je pense que si on arrive à des robots qui demandent les droits, on a pris la mauvaise chemin. Parce que ça ne peut pas être le but. Le but, nous construisons des machines pour nous servir. Nous construisons des robots pour avoir des esclaves mécaniques dont le problème éthique ne se pose pas. Et pourquoi donner l'âme à des machines pour recréer tous les problèmes qui sont déjà derrière nous? Ça serait pas une bonne idée. Donc pour toi, s'il faut une évolution du droit, elle serait paradoxalement plutôt dans le sens d'une limitation de ce que peuvent faire les techniciens actuels pour éviter de dépasser le stade du robot esclave. Je ne pense pas que c'est dans le rayon de notre possibilité de créer ou de ne pas créer un humain mécanique, mais c'est parce que c'est à cause de ça que je dis la question est plus intéressante que la réponse. Nous sommes dans une région frankensteinienne, créée dans notre image, une machine. Ouais. C'est une sorte de hubris, de mégalomanie, de penser dans cette... de penser comme ça, mais bien sûr la science-fiction est le genre de mégalomanie, et pour ça nous discutons. Alors la réponse pratique, c'est on n'a rien à faire, c'est pas nécessaire de construire des robots qui demandent des droits. Mais ça, si ça arrive par accident, bon, on a des problèmes. On a pratiquement une deuxième espèce, une espèce mécanique, qui sont des enfants, mais qui sont au même niveau. Il faut discuter. Discuter avec qui? Discuter entre nous, discuter avec eux? Parce que si ce sont des bébés, si accidentellement on arrive à faire émerger une intelligence ou une conscience artificielle, je peux imaginer qu'au début, ce sera un embryon, ce sera un bénéfice des droits de l'homme parce que nous leur accordons, parce que nous les recevons dans la communauté humaine. Ils gagnent des droits. C'est la même chose, ce sont de sortir de la maison seul, qu'il faut avoir des relations à partir de l'âge de 6 ans. C'est pas encore nos servants, on a perdu ces servants, on a des relations avec ceux qui étaient des machines et qui sont devenus quelque chose d'autre. Xavier, comment envisagerais-tu la réaction à une émergence accidentelle d'une intelligence? Je suis à nouveau d'accord avec Andreas. Je pense qu'il n'est pas... si on considère nos robots, ce qu'il faut faire comme des serviteurs, des esclaves, il n'est pas question de leur donner des droits. Par contre, on peut effectivement imaginer l'émergence d'une sorte d'état prochain, un état hybride, qui serait par exemple ce que tu avais abordé tout à l'heure sur la notion d'information, et on peut supposer par exemple que la question des droits des robots se pose pas tant pour des travailleurs effectifs, matériels, concrets, tels robots domestiques, mais plutôt par ces sortes d'hybrides qui se véhiculeraient dans l'hyper-réalité. On peut imaginer par exemple des droits d'avatar, des droits de conscience virtuelle,
ce que Frank Rose, par exemple, appelle le neurone miroir, cette idée qu'à un moment, l'interaction entre ce qui se passe dans l'écran et ce qui se passe à l'extérieur devient parallèle et se répond. Donc si on établissait ainsi des passerelles entre le réel l'extérieur et le réel de la machine, on pourrait imaginer alors qu'on redéfinisse le statut de l'intelligence, de l'humanité, et que l'on doive non pas donner des droits à un robot qui serait extérieur, qui serait un serviteur mécanique, mais des droits à moi-même couplés à la machine. C'est-à-dire que j'évoluerai dans une sorte de double identité qui serait la mienne, celle de chair extérieure avec mes prochains, et celle de pixels machiniques avec mon lointain, celui qui est dans l'écran. Ce que tu dis m'évoque un dessin classique où on illustre, on a un chien devant un ordinateur et le commentaire étant sur Internet, personne ne sait que c'est un chien. Ça permet effectivement à n'importe qui de dire n'importe quoi, en tout cas d'assumer n'importe quelle personnalité. Est-ce que ce questionnement sur les droits éventuels de robots ou d'intelligence artificielle sur le net ne serait pas une façon d'aborder d'un œil nouveau les droits justement de l'homme? Si on réfléchit aux droits de l'homme sur Internet, de l'avatar numérique d'un humain, on est très rapidement ramené aux droits de l'homme. Fondamentalement, un internaute est un homme, en tant que tel, il bénéficie de tous les droits et toutes les libertés humaines, et c'est pas forcément la peine d'aller beaucoup plus loin dans la mesure où ces libertés sont déjà garanties. Est-ce que le fait de réfléchir sur les droits et les libertés d'un objet numérique ou d'un avatar numérique qui ne serait pas un homme n'est pas une façon de jeter un regard neuf sur les droits de l'homme et éventuellement on parlait tout à l'heure de réactualiser les droits du siècle des Lumières? Est-ce que ce n'est pas une façon, est-ce que la science-fiction ne nous offre pas une façon de réfléchir à de nouveaux droits mieux adaptés au XXIe siècle? Je ne suis pas au courant concernant peut-être un droit de ne pas être espionnagé sur l'Internet ou choses comme ça. Mais à part de ça, je pense les droits qui sont déjà définis, ils suffisent. Alors je considère ça un problème fondamentalement celui. On sait quels sont les droits d'homme, ce qu'on n'essaie pas de les réaliser partout. C'est le problème. Oui, oui alors, est-ce que c'est un regard neuf sur l'homme ou un regard sur l'homme neuf? C'est toute la question, parce que on peut imaginer, si on renonce au robot tel qu'on l'a conçu au début de cette conversation, à savoir le robot de type classique, le serviteur mécanique, et qu'on passe à un état hybride entre l'homme extérieur, nous ici, et l'homme intérieur, celui de l'écran, qui est à la fois moi et pas moi, on peut imaginer effectivement toute une gamme de droits qui seraient passionnants dans les décennies qui arrivent. Par exemple, on peut imaginer une criminalité des jeux. On peut supposer que s'il y a un tel investissement affectif dans nos avatars, qu'il puisse y avoir des actions de justice menées contre un tueur de masse qu'on suivra à travers des jeux. On peut imaginer tout un système de légation politique, d'ambassade, mais beaucoup plus complexe et raffiné que Second Life. On peut imaginer des asiles politiques qui fait que par exemple une prise d'otage virtuelle entraînerait l'abandon d'identité dans la vie réelle, ou le contraire, on pourrait imaginer que quelqu'un qui est pris en otage ici dans un pays en crise continue à être reconnu identitairement à travers son avatar, touche un salaire, soit interviewé, etc. Auquel cas, là, ça devient vraiment passionnant. Mais on a franchi un nouvel âge. C'est une sorte d'âge hybride entre l'homme de chair et l'autre, celui de l'écran, dont j'ai pas de nom.
me semble que tu introduis une autre question, ou une question intermédiaire, qui est celle du cyborg. À partir de quel moment est-ce que la chair est nécessaire? Je parlais tout à l'heure de la forme. Il me semble que tout le monde est d'accord pour dire que la forme n'a pas beaucoup d'importance et qu'un robot, soit humanoïde ou ne le soit pas, ne change rien à son statut d'esclave éventuel ou au contraire de personne qui pourrait avoir des droits. Tu parlais à l'instant de chair. Est-ce que le fait qu'il soit de chair et d'os plutôt que de métal ou plutôt que d'électrons courant sur un réseau change quelque chose à ses droits? Moi je pense que non, le cyborg ce sera encore une définition par rapport à la chair. Le cyborg est toujours défini par la disparition progressive de la chair, mais c'est la chair, me semble-t-il, qui compte. Steve Austin, on compte les éléments mécaniques qu'il porte sur lui, donc c'est pour faire état de la chair. Non, moi j'imagine qu'on entendrait par robot des créations qui existent déjà, qui sont archaïques, mais dans une réalité augmentée et qui serait susceptible de déployer notre identité, de déployer notre intelligence. Auquel cas, c'est pas du tout un cyborg, c'est une extension de notre identité. Donc pour toi, il reste une frontière. Tout à l'heure, le mot virtuel, qui me semble totalement obsolète, ce serait une extension de notre identité. Mais tu restes sur le mot humain. Pour toi, partant d'un être humain, on peut l'étendre de toutes sortes de façons possibles, mais à partir du moment où on a été un humain, à partir du moment où on est un humain, on le reste indéfiniment. Et il y a une frontière à partir de laquelle, si on n'a jamais été humain, on est autre chose. On pourrait imaginer que, au final, dans l'hybridation de l'humanité classique et de son état prochain, on pourrait imaginer que la notion de robot traduise la pénibilité ou les activités secondaires qui sont les miennes dans cette extension de réalité. J'avoue que je suis un petit peu surpris, je n'avais pas du tout imaginé, en préparant cette table ronde, voir apparaître avec autant d'insistance les termes de pénibilité, les termes de souffrance. Quels sont pour vous, comment pourrait-on identifier la souffrance d'un robot, d'une machine? Est-ce que tu employais le terme tout à l'heure, est-ce que tu l'emploies dans le même sens que pour les humains? Qu'est-ce que serait que la souffrance d'un robot? C'est difficile à déterminer, c'est même difficile chez un humain de dire est-ce qu'il souffre ou pas. C'est à cause de ça qu'on a pu rater des jours dans l'école. On dit oh je souffre tellement. Et maman ne peut pas dire est-ce que c'est vrai ou pas si on joue vraiment bien. C'est aussi dangereux. C'est bien possible de programmer une machine pour jouer la machine souffrante, mais c'est quelque chose, on sait de l'intérieur, pas de l'extérieur. Alors pour ça c'est difficile. Mais il faut attendre la situation et être convaincu que oui, on a malheureusement créé une machine qui peut souffrir. Imaginez une progression des robots purement inanimés, sans aucun droit qu'on a aujourd'hui, des robots esclaves qu'on a aujourd'hui, vers des robots un peu plus sophistiqués, capables éventuellement de quelque chose qu'on identifierait à de la souffrance et qui seraient dotés de droits similaires à ceux qu'on accorde aux animaux, et considérer ça comme une étape intermédiaire nous permettant éventuellement d'attendre, de craindre ou d'espérer d'ailleurs l'apparition de robots qu'on pourrait reconnaître comme nos égaux, comme humains. Je dirais même une intelligence artificielle, c'est pas automatiquement quelque chose qui a des droits. Parce que l'intelligence pour soi-même, c'est seulement ça, l'intelligence. C'est pas forcément humaine à la même temps. C'est peut-être aussi être une machine très compliquée, qui est plus intelligente que nous, dans une certaine manière. Et on a déjà le joueur des échecs le plus fort, c'est une machine déjà, mais cette machine n'a pas de droit. Elle peut jouer d'échecs, mais c'est ça. Pour toi, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à une machine supérieurement intelligente, capable de souffrir ou de faire semblant, pour lui accorder des droits? Il n'existe pas une réponse simple à cette question, parce que c'est une question
on peut écrire des livres et des livres et des livres autour. C'est ce qu'on fait en science-fiction. C'est toujours la recherche, qu'est-ce que c'est l'humain? Où est la frontière? Où sont les limites? Où sont ça? Alors, j'essaie de, par exemple, dans Le Dernier des espèces, c'est une question à quel point un cyborg perd son humanité. Et dans les autres livres, des autres auteurs ont écrit beaucoup de choses. Mais c'est... je pense qu'on ne peut jamais trouver une réponse solide à cette question. Xavier, c'est une question qui est aussi au cœur de ta réflexion d'auteur? Tout à fait, oui. J'ai écrit La Vénus atomique qui justement aborde la question de savoir si un robot peut être un sujet à part entière. D'ailleurs, c'est un robot femme, ça me paraissait important. Mais je pense que pour en revenir à la question, c'est une phase qui ne présente pas d'intérêt de savoir si une machine intelligente, déjà capable de souffrance, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je dis une souffrance de robot, il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de pitié littéralement, je ne peux pas imaginer, me projeter, etc. Donc pour moi la question se poserait si, de façon inattendue, si j'étais pris par surprise un jour de voir un robot capable de facultés symboliques non programmées, c'est-à-dire de voir un jour un signe qui apparaît, de voir un robot qui exécute tous les mêmes jours un même geste qui ne correspond pas à sa programmation, et qui pourrait donc être un rituel, un signe de culte, etc. Là, on se poserait des questions, mais en attendant, effectivement, on ne construit pas des machines pour leur donner des droits, on construit des travailleurs, on construit des esclaves. Pourquoi cette insistance sur l'aspect symbolique? On peut aussi imaginer des actes concrets. Si demain un robot ou une armée de robots arrive avec la ferme volonté de faire reconnaître ses droits et commettre des actes de violence, non pas symboliques, mais réelles et concrètes, on sera bien obligé aussi de se poser la question de la réponse de leur apporter. Voilà, c'est parce que tout simplement la réponse symbolique aurait été faite. S'il y a une armée de robots, c'est-à-dire autant de sujets fédérés sous une même bannière ou un même mot d'ordre, etc., qui n'a pas été programmé par les êtres humains, l'exigence symbolique, elle est satisfaite. Et imaginons que notre voiture nous dise bon, j'ai le droit d'un jour férié chaque semaine et j'ai choisi le lundi. Voilà. C'est irritant. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant de donner la parole à ça? Je vais essayer de garder un petit peu de temps pour les questions. Est-ce que cette courte discussion vous a suffisamment intrigué? Alors moi j'avais des remarques en fait. Est-ce qu'il y a un micro qui nous entoure aujourd'hui ne sont pas doués d'émotions. Cela dit, ce sont des êtres moraux, dans le sens où par exemple l'exemple de la voiture aujourd'hui existe des voitures qui refusent de démarrer un micro baladeur, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y a une règle morale que les ingénieurs arrivent dans cette technique. Non. Non, c'est pas une question de droit. Oui, c'est pas une question de droit. C'est pas un être moral. Être authentiquement moral, c'est décider par soi-même et non par une contrainte extérieure, en l'occurrence les fabricants d'automobiles, que tel acte est bon ou mauvais. Donc ce ne sont pas des êtres moraux. Elles répondent à une contrainte extérieure, cela dit, ça influe sur le comportement humain, à une obligation intérieure. C'est moral pour les humains qui vont conduire en fait. Dans ce cas, tout incident dans la réalité peut avoir des répercussions morales sur l'être humain. Une tuile qui tombe du toit et qui tue quelqu'un va avoir des répercussions morales, religieuses, peut-être même économiques si ça tombe sur la tête de Steve Jobs, mais en soi, ça n'a pas de valeur morale, pour l'instant. Après, la question, c'était sur l'exemple de la robotisation dans la guerre.
qui sont des questions qui se posent. Il y a des laboratoires de développement de machines de guerre qui sont capables de tuer à distance, dirigés par des soldats avec des télécommandes. Pour moi, c'est des questions qui sont purement morales. Comment utiliser la machine enfin, je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Oui, mais c'est une question qui est pas nouveau. Si on utilise un robot pour tuer à distance ou si on utilise un fusil pour tuer à distance, c'est toujours on a une machine et avec la machine on peut faire des bêtises. Mais c'est une question morale concernant l'homme, c'est pas le droit de fusil qui est concerné. Par contre, vous avez raison, là il y a par contre une dimension morale qui est apparue d'ailleurs. Obama a créé une médaille qui récompense, entre guillemets, les programmateurs de drones en leur demandant un statut de combattant à part entière. Donc vous êtes, mettons, à Baltimore et vous envoyez un drone à Kaboul, pour faire simple, hein, évidemment. Eh ben, les forces spéciales, les Marines, ont dit que c'était minable, c'était méprisable, que eux étaient sur le terrain, donc ils engageaient la chair, justement, le corps charnel, et que c'était abaisser leur propre décoration et leur propre fait d'armes que de donner une médaille à quelqu'un qui tue à distance, sans engagement personnel, par machine interposée. Et là, effectivement, il y a un vrai problème moral. Qu'on soit d'accord ou pas, hein, mais il y a une question morale, tout à fait. Monsieur. Je voulais revenir, j'ai loupé les premières minutes et vous pouvez parler un peu plus près du micro. Je vois que vous avez parlé du fait qu'on pourrait donner des droits au robot, quelle que soit la forme que l'on aurait donnée au robot, c'est-à-dire soit une forme anthropoïde, soit à ce moment-là un cube avec un cerveau artificiel à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est si évident que ça, sachant qu'en parlant par exemple du droit des animaux, on n'est pas prêt forcément à donner les mêmes droits à tous les animaux et en fait il y a une sorte de gradation. On va bien sûr avoir une certaine empathie pour certains animaux et pas pour d'autres. Pourquoi effectivement ça semblerait si évident qu'un robot que l'on aurait construit de forme anthropoïde, on aurait peut-être plus envie de lui donner ses droits plutôt que quelque chose avec 4 roues ou des chenillettes qui fait 10 cm de haut. C'est très juste. Déjà Aristote, dans un ouvrage qui s'appelle Des parties des animaux, disait que l'araignée n'avait pas le même statut que les autres animaux et qu'on lui refusait la notion de beauté. Déjà, hein, à l'époque, l'araignée. Donc l'araignée n'était pas belle. Et c'est pour ça que déjà à l'époque, il distinguait la beauté extérieure et non pas la fameuse beauté intérieure, l'âme noble et tout, mais la beauté fonctionnelle. C'est très moderne, par exemple l'araignée. Et que donc, du point de vue d'une beauté qui aurait pour critère l'utilité, la fonctionnalité, l'araignée est belle. Et donc, vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il y aurait des droits en fonction de l'esthétique, et ce sera encore, de toute façon, très probablement une sorte de contemplation narcissique de notre part, une fois de plus. Il y avait une autre question derrière. Ouais, en fait, moi, je voulais revenir sur un des critères que vous avez évoqué au tout début pour évacuer la possibilité d'accorder des droits aux robots, en l'occurrence le fait qu'ils aient une finalité interne. Alors, déjà, est-ce que c'est avoir une finalité interne qui pose problème, ou est-ce que c'est avoir l'impression ou avoir la représentation de notre finalité interne? Je veux dire, moi en tant qu'humain, est-ce que j'ai une finalité interne, ou est-ce que je suis mu par l'espèce, mes instincts, je sais pas, n'importe quelle réduction neurobiologique? En gros, je pourrais ne pas avoir de finalité interne, mais j'ai la représentation d'une finalité interne. Moi, je travaillais chez Ubisoft, je programmais des intelligences artificielles, et ben, les petits bonhommes qui se bagarrent en tant que joueurs, ils ont la représentation d'une finalité interne. C'est-à-dire que quand on les fait apparaître, ils ne savent pas qu'ils sont une intelligence artificielle, ils ont des réactions face à des stimuli. D'ailleurs, on fabrique les couches de leur intelligence dans une forme de mimétisme anthropomorphique, et donc on leur donne des couches d'intelligence variées, ils réagissent à des stimuli, ils ont une barre de vie, ils ont une notion du danger, etc. Évidemment, on la programme, hein, mais de leur point de vue, ils ont la représentation d'une finalité interne. Donc en fait, à ce moment-là, est-ce que la différence entre une intelligence artificielle programmée ainsi et nous, c'est une différence de nature ou de degré?
Et donc ça veut dire que peut-être qu'en complexifiant énormément une intelligence artificielle, elle devient dès lors capable de finalité interne et donc sujet de droit à. Andreas ? Non, je pense pas que c'est le cas, qu'ils ont une représentation interne et ils pensent, ils sont réels, ils ne pensent pas. Autrement, un jeu avec des entités virtuelles sont dans ce sens vivantes, on était obligé de jamais arrêter ce jeu parce que avec ça on tuerait. Je pense que ce que vous soulevez est passionnant et effectivement il y a de toute façon des singularités de plus en plus comme cette programmation début des années 2000 où un être avait été programmé dans un jeu, mais pas un jeu à destination du grand public, pas un jeu ludique, un jeu de démonstration. Donc un être a été programmé pour trouver la source maximale de nourriture dans son environnement et les programmateurs avaient, avec leur plus grand étonnement, assisté à une autodévoration du personnage. C'est-à-dire qu'il avait trouvé en lui la notion de quantité maximale de nourriture. Donc effectivement, et je pense que ce que vous soulevez est passionnant, mais c'est ce que j'essayais de très maladroitement d'envisager, non pas une coupure franche entre l'humanité et le robot traditionnel, mais une sorte de dépassement qui serait cette espèce de vie mixte entre le réel extérieur et cette réalité qui n'est plus du tout virtuelle d'ailleurs, c'est un mot totalement obsolète, mais qui serait cette réalité de l'écran, faute de mieux. Oui. Mais je pense que là, vous intuitionnez, y compris dans votre travail, une sorte d'âge prochain, mais qui n'est ni l'âge de l'humain, ni l'âge du robot, tels qu'ils sont classiquement définis. D'autres questions ? Vous disiez tout à l'heure que si un robot, enfin si la conscience apparaissait chez un robot, ce serait de manière ça ne l'empêcherait de répondre aux besoins qu'on a de ce robot et ce serait plutôt un problème qu'un véritable avantage. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer l'inverse, à savoir qu'on créerait volontairement chez un robot des notions par exemple de bien ou de mal ou de souffrance pour lui permettre de mieux remplir sa tâche, pour en quelque sorte le motiver à atteindre un but. Mais dans ça, ce ne serait pas de la morale, puisque ce serait une programmation extérieure à lui. Oui, on peut parfaitement l'imaginer, mais ça relèverait de la programmation de type classique. Il n'y a de morale que si le sujet ressent comme un impératif personnel, intérieur, le commandement auquel il doit répondre. Si c'est un commandement extérieur, ça ne relève pas de la morale, ça relève de la contrainte. Est-ce que l'éducation et la morale que nous ont inculqué nos parents ne relèvent pas aussi d'une programmation externe ? Mais elle est tout à fait, oui, je voyais, elle est absolument nécessaire, mais il y a un passage progressif de la contrainte à l'obligation intérieure. Mais bien sûr, on commence par de la pure contrainte. Une dernière question ? Ici, pardon. D'ailleurs, vous souleviez la question pourquoi on pose la question du droit pour le robot et pas les droits par exemple pour une montre ou une voiture. Moi j'ai une idée sur ça. C'est juste que je pense officiellement on crée des robots comme esclaves pour travailler. Mais je pense que la véritable volonté profonde c'est de créer. Il y a une phrase, je crois que c'est de Descartes qui dit on ne comprend que ce qu'on peut créer. Et je me suis dit le robot en fait on essaie peut-être de faire comme une image de l'homme, pour se dire on a créé quelque chose qui est comme de l'homme et en fait finalement nous du coup on ne serait plus des hommes. C'est comme si on avait créé l'homme, on n'est plus des hommes et on est quelque chose qui est beaucoup plus grand que l'homme. Alors c'est peut-être un peu extrapolé mais je me suis dit c'est peut-être ça et justement la question du droit du robot tourne autour de ça. Si on donne le droit au robot ça veut dire que du coup nous on n'est plus tout à fait des humains.
Oui, ça touche le sujet de mégalomanie que je mentionnais ici. Dans le moment, ce n'est pas la question. On n'a pas le choix de créer une vraie image à l'homme. Mais c'est derrière la question de droit à robots. Nous ne nous faisons des soucis pour les robots, nous pensons à nous-mêmes. Bon, moi je crois qu'on arrive au bout du temps qui nous était imparti, donc je voudrais remercier nos deux participants, remercier la salle de toutes vos questions et de votre présence, et puis bonne fin de festival.